des passionnés, certains qui pratiquaient l'escrime, d'autres des arts martiaux. Donc ça c'est l'œuvre fondatrice. Ce sont des sources qui s'adressent principalement à un public chevaleresque, un public noble. Bonjour et bienvenue, on va passer 1 heure avec Gilles Martinez. Gilles, est-ce que tu peux te présenter pendant cette petite balade que nous allons faire avant ton cours de sport? Bien, merci. Alors, je m'appelle Gilles Martinez, je suis docteur en histoire médiévale. J'ai fait une thèse sur le combat médiéval, combat que j'enseigne professionnellement depuis quelques années. Et je suis aussi chargé de cours en histoire médiévale à l'université de Nîmes. D'accord. Justement, tout à l'heure, on va assister à un de tes cours. C'est quoi ce cours? Qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure? Alors, on va faire un cours de combat féodal. Donc, c'est une des nombreuses disciplines des arts martiaux historiques européens. Le combat féodal, c'est les disciplines de combat qui étaient pratiquées entre le XIe et le XIIIe siècle. C'est quelque chose que j'ai développé à partir de mes recherches. D'accord. Et plus exactement, des techniques qui se plaçaient dans le cadre des duels chevaleresques, donc sur cette période XIe, XIIe et XIIIe siècle. Comment toi tu tombes là-dedans en fait? Alors, tu n'es pas tombé physiquement, on est d'accord, mais presque. Presque. En fait, très jeune, j'ai été attiré par l'univers médiéval. C'était vraiment une passion depuis tout petit, à peu près 6-7 ans, le plus loin que je me rappelle. Mais parce que tu as baigné dans cette ambiance-là ou C'est, tes parents n'étaient pas du tout non, dans pas le du, truc? pas du tout, pas du D'accord. tout. C'est à la suite d'un achat d'un cadeau de livres d'histoire, en fait. J'ai D'accord. commencé à m'y intéresser comme ça. Et ça m'a tellement plu qu'assez jeune, j'ai dit que je voulais devenir historien. Alors c'était assez flou au départ, hein, et puis petit à petit, ça s'est concrétisé. J'ai commencé des études d'histoire. À partir de ma 2e année à l'université, j'ai commencé à pratiquer l'escrime médiéval, d'abord sous une forme chorégraphiée, et puis petit à petit, j'ai découvert la pratique des arts martiaux historiques européens, les AMHE. Et à partir de là, j'ai pu arrêter, au point que j'en ai fait ma thèse derrière. Qui était vraiment sur cette thématique-là? Qui était vraiment sur la thématique du combat médiéval et du combat féodal plus précisément. Je sais plus, on est noté sur une thèse? On n'est pas noté sur une thèse, mais on la valide ou on la valide pas. D'accord, elle était validée. Elle a été validée. Alors on continue l'entretien avec toi. Elle a été validée, puisque je le grade de docteur. Donc ce cours auquel on va assister, tu peux me le présenter? Combien de personnes? Qu'est-ce que vous allez aborder ce soir? Alors aujourd'hui à l'association, on a une dizaine de membres, je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 personnes ce soir. On travaille comme un cours de sport avec un échauffement, des fondamentaux, une partie technique, tactique, puis des assauts, des fois de la préparation physique, de la récupération. Et là ce soir, donc, je suis en train de leur faire une grosse remise à niveau parce qu'on est encore en début de saison et puis on a été marqué par 2 saisons qui ont été quand même un peu difficiles au niveau des pratiques sportives. Donc j'ai des élèves un peu nouveaux, j'en ai d'autres qui avaient besoin de revoir en fait un peu certaines techniques. Donc on repart vraiment sur ces premiers mois sur un travail de base et assez physique aussi parce que c'est un combat qui est assez physique, le combat féodal, comme il est destiné à être en armure. C'est un combat qui repose beaucoup sur l'endurance des combattants. Donc voilà, on travaille beaucoup ça en ce moment. Et les profils des gens qui viennent assister justement à ces cours? Alors, ils sont très divers. On peut avoir des évocateurs ou des reconstituteurs qui font donc de l'évocation de la reconstitution en dehors du club, même si on en fait aussi dans le club, mais qui sont originaires d'une autre association au départ et qui viennent donc pour compléter, trouver quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment dans les associations de reconstitution ou d'évocation. J'ai des sportifs, des personnes qui faisaient des arts martiaux, des sports de combat et qui ont été attirés par les arts martiaux d'Occident en fait, plutôt que les arts martiaux d'Orient. Des néophytes donc vraiment un public très très divers. Et ce soir tu m'as dit on aura un focus sur l'épée bouclier. Oui.
D'accord. Est-ce que tu peux me dire un peu les grandes phases que tu vas aborder du coup ce soir et auxquelles on va assister? Oui, je veux te le dire. Alors, Parce que tu ne le sais pas encore en fait. si, Les non, cours non, sont imaginés que non, après. non, je sais ce que je vais faire, mais il faut trouver une passerelle pour que ça soit Ouais. simple. En fait, sur les techniques à l'épée bouclier, il y a un élément assez important de maintien de la distance, parce que peut-être plus que dans d'autres disciplines. Le bouclier permet de se couvrir assez facilement en fait, d'un certain nombre d'attaques, mais en faisant cela, on est aussi, des fois on se gêne moins pour rentrer assez près et notamment aller chercher les cibles basses, c'est-à-dire les cibles aux jambes. Et justement pour éviter d'atteindre trop facilement ces cibles ou de se faire atteindre trop facilement ces cibles basses, il faut vraiment maîtriser la gestion de sa distance. D'accord. Pour essayer justement de protéger les zones basses. Donc les techniques qu'on va voir ce soir, c'est justement, elles vont être axées sur ça, sur ce principe de maintien de la distance et plutôt de frappe sur le haut du corps justement pour ne pas exposer le bas, quoi. D'accord. Écoute, C'était pas trop technique ça? Non, c'est très bien. C'est très bien. Ça, on va le garder, ça. Gilles qui me demande si c'est très technique. Et je me permets, alors que je ne connais pas du tout, de dire t'as carrément raison. Et tu voulais préciser encore quelque chose, je crois, sur ce qu'on va voir? Sur le combat à l'épée au bouclier. Ouais. Alors, une des aspects dominants dans cette forme d'escrime-là, parce que c'est une forme d'escrime, dès le XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, ils emploient déjà ce terme, c'est la parade-riposte. En fait, on est sur... le bouclier permet une protection relativement importante. D'accord. Et donc il y a beaucoup d'enchaînements qui se font sur du 2 temps, un temps où je pars, un temps où je riposte. Et ce temps pour moi de parade-riposte, il est intercalé avec celui de l'adversaire. Mon temps de parade correspond à son temps d'attaque ou de riposte et inversement, mon temps de riposte correspond à son temps de défense à lui, son temps de parade. D'accord, donc tu es forcément obligé d'être dans une certaine écoute de l'adversaire. C'est ça, voilà. C'est ça. Et justement, je leur fais beaucoup travailler cet aspect-là et avec des enchaînements variés. Donc ce soir, on verra 2 types d'attaques, 2 types de gestes offensifs, riposte ou attaque. Des coups qui sont par le haut légèrement obliques, que j'appelle des fendants. C'est quelque chose qui vient des maîtres italiens un petit peu plus tardifs, mais on a déjà des prémices avant, au XIIe ou au XIIIe siècle. Et un autre geste qui est un coup complètement verticalisé, lui aussi un coup qui descend, hein, un coup descendant, et un coup complètement verticalisé, qui est un coup qui est destiné à se placer dans l'entre-deux. Alors l'entre-deux, c'est une expression qu'on a dans les romans courtois, vraisemblablement pour désigner le passage entre l'épée et le bouclier de l'adversaire. Donc, et c'est avec les tests que j'ai fait, les expérimentations que j'ai fait, je me suis aperçu que c'est ce qui pouvait fonctionner pour ces coups-là, c'était des coups qui étaient complètement verticaux. D'accord. Écoute, on va peut-être rester aussi sur cette partie un petit peu historique parce que là on est sur les crêtes d'Ardèche, le soleil va pas tarder à se coucher, on sera plongé dans le noir. Je pense qu'à ce rythme-là on va arriver directement à la salle à pied. Est-ce que tu peux me parler justement des origines des AMHE? Alors, la pratique en elle-même, elle est née au tournant à peu près des années 2000. D'accord. Ce sont des passionnés, certains qui pratiquaient l'escrime, d'autres des arts martiaux, qui se sont réunis. Alors la première rencontre internationale a eu lieu à Dijon, donc c'était 2000 ou 2001. Et donc la première rencontre a rassemblé une trentaine de passionnés. Et le mouvement vraiment des AMHE est né de là. Et petit à petit, rencontre après rencontre, les choses se sont développées. Et j'imagine fédéré aussi. Fédéré, il y a quelques années, c'était en 2011, puisqu'il va y avoir les 10 ans de la Fédération française. Donc en 2011, il y a eu la Fédération française qui s'est constituée. Et puis voilà. Et puis à partir du moment où il y a eu la Fédération française, en Europe, il y a eu à peu près le même élan. C'était à peu près au même moment où la plupart des autres fédérations étrangères se sont fondées. Et un peu après, d'ailleurs, je crois que c'est 3-4 ans après, donc ça allait très très vite, il y a eu la Fédération internationale, l'IFEMA, qui s'est constituée, qui a vu le jour. Et donc voilà, et là, à partir de là, vraiment le mouvement a été exponentiel. Il y a de plus en plus de clubs. Je crois qu'au dernier recensement, on était 1500 pratiquants fédérés.
Donc, Sur la France? Juste sur la France, bien D'accord. sûr, par rapport à la trentaine d'il y a 20 ans. Voilà, Bien sûr. c'est- Et sur le monde, on en retrouve où? Alors, un peu partout, en fait, bon, principalement en Europe. On a également des pratiquants aux Amériques, Amérique du Nord comme Amérique du Sud. Il y a plusieurs gros clubs au Canada, aux États-Unis, bien sûr, quelques clubs aussi en Amérique du Sud. Et puis, il y a aussi des clubs qui existent en Asie. D'accord. Alors, un peu de la même manière que les Européens sont attirés par tout ce qui est arts martiaux asiatiques, eh bien, il y a le phénomène inverse qui existe. Et il y a des pratiquants aussi en Chine, au Japon, qui des fois font venir d'ailleurs des chercheurs européens. Donc voilà, il y a... Mais on est d'accord que du coup, chaque fédération finalement s'imprègne du Moyen-Âge de son pays. Ou alors est-ce qu'en Asie, on est sur un Moyen-Âge français? Alors, pas que du Moyen-Âge d'ailleurs, puisque les arts Oui. martiaux historiques, c'est de l'Antiquité Oui. à peu près jusqu'à la guerre de Mais vous êtes 14. sur Medieval TV, Gilles. Oui. Je vous préviens, Gilles, que nous avons uniquement un créneau de 1000 ans. Mais je dois dire que dans tous les arts martiaux historiques pratiqués, ce sont les arts martiaux médiévaux qui attirent le plus. D'accord. Ce sont les formes médiévales où il y a le plus de pratiquants. Je pense qu'il doit y avoir au moins 50% des pratiquants juste sur la période médiévale. D'accord. Ouais, au minimum. Et donc, pour les clubs asiatiques, ils pratiquent des arts martiaux historiques européens. D'accord. Alors, là, je parle vraiment des arts martiaux historiques européens, donc ils pratiquent des traditions européennes, mais ils ont bien sûr des arts martiaux historiques chez eux qu'ils peuvent pratiquer. D'ailleurs, le phénomène de redécouvrir ses propres arts martiaux, ça se fait aussi en Asie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arts martiaux asiatiques qui aujourd'hui sont en fait des formes qui ont été sportivisées tardivement. Et il y a des phénomènes de recherche des propres arts martiaux qui existent en Asie, comme depuis quelques années en Afrique aussi, Oui. où il y a les arts martiaux historiques africains qui sont en train de se constituer, de se fédérer. Gilles, on s'est posé, mais on va vraiment se poser historiquement parlant. C'est quoi les sources avec lesquelles tu travailles et avec lesquelles travaille la fédération? Alors, il y a deux types de sources. Les premières, les plus utilisées, ce sont les sources techniques, donc ce sont les ouvrages de maîtres d'armes qui ont écrit directement sur le combat historique. Essentiellement, ces sources apparaissent à partir des années 1300 à peu près en Occident. On a le premier traité d'armes connu, c'est celui qui est attribué à un certain Lutegerus, Luigi, qui est le manuscrit 1.33. Souvent on l'abrège sous cette cote-là, puisque c'est sa cote de conservation. Son titre, logiquement, devrait être le Liber de Arte Divnicatoria, le livre de l'art du combat. Écoute, voilà. Le 1.33 me va très bien. Mais le 1.33 est souvent voilà, plus facile à retenir. C'est le premier. Pendant quelques décennies, on n'a pas d'autres traces. Et puis après, à partir de la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, les choses se multiplient avec la tradition italienne de Fiore dei Liberi, puis un petit peu plus tard la tradition du maître allemand Johannes Lichtenauer. Et à partir de là, voilà, ça se diffuse. Donc ça c'est l'œuvre fondatrice. Ce sont les premiers traités d'armes conservés, des traditions médiévales. On sait qu'il y avait des traités d'armes, enfin alors je parle de traités d'armes, mais ça serait plus juste de parler de livres de combat. Pour le Moyen-Âge, le terme de traité est souvent un peu plus tardif. Donc on sait qu'il y avait des livres qui existaient aussi dans l'Antiquité. On a les traces d'un écrit qui n'a pas été retrouvé, qui aurait été fait à Athènes par Xénophon. Mais voilà, on n'a pas ce livre. Et de l'Antiquité, on a gardé aussi quelques fragments qu'on a conservés dans les papyrus d'Okyrhynchos. Ce sont des notes d'un entraîneur qui enseignait la lutte debout, l'orthépalée. Voilà. Et c'est assez difficile à comprendre parce qu'on n'a pas le vocabulaire technique. Donc ça, c'est le premier type de source. D'accord. Je me permets de te couper, j'ai une question. Qui les a écrits, ces sources ? Est-ce que ce sont vraiment les combattants de l'époque ou est-ce que ce sont, comme parfois on a pu le voir, des observateurs extérieurs qui retranscrivent?
C'est une très bonne question. En fait, Je te remercie, j'adore poser des bonnes questions. Le profil des maîtres d'armes est assez divers en fait. Le plus simple, c'est Fiore dei Liberi, pour un maître d'armes médiéval, probablement d'extraction noble, petite noblesse, peut-être pas chevalier, rien ne l'atteste, ce serait sans doute même surprenant parce que sinon il n'aurait pas manqué de le dire dans son livre, mais en tout cas un militaire, quelqu'un qui fait le métier des armes et qui, en rentrant au service d'un prince, le marquis Nicolas III d'Este, lui dédie une œuvre. Donc profil assez classique à la fin du Moyen-Âge, voilà, un militaire. C'est le cas aussi pour Filippo Vadi par exemple, qui est un militaire qui rentre dans le mécénat, dans une relation de mécénat avec un noble. Après, il y a d'autres maîtres d'armes qui sont plus difficiles à appréhender. On sait par exemple qu'en dans la tradition Liechtenauer, une partie des écrits sont issus d'hommes qu'on pourrait classer dans la bourgeoisie de l'époque. Il y a des marchands, il y a des tailleurs, il y a un maire, il y a Mais voilà. c'était pas forcément quelqu'un qui avait un titre, c'est Voilà. ça que tu veux dire? Pas forcément des militaires, en tout cas. Ils pratiquent d'ailleurs sans doute une escrime qui se fait plus dans un cadre civil. Et ils font ça à côté. C'est souvent une activité de loisir. Voilà. Et après, il y a des maîtres d'armes qui sont très mystérieux, comme ce Lutegerus du 1.33, puisque ce manuscrit, il montre des clercs, en fait, des religieux, un maître et son élève. Il montre aussi une femme à la fin du manuscrit. Et le fait d'avoir ce personnage tonsuré, le maître qui revient tout le temps et qui est un clerc, ça pose beaucoup de questions sur savoir qui était ce mystérieux Lutegerus dont on ne sait rien de la vie, en fait, et savoir pourquoi il a écrit. Est-ce que c'est dans un monastère? Est-ce que c'est plutôt dans des séculiers, c'est-à-dire des chanoines, les desservants de la cathédrale? Est-ce que c'est pour eux qu'il a écrit? Voilà. Donc ce maître-là, par exemple, on ne sait pas trop, voilà, on ignore un peu son parcours. Et je crois qu'il y avait d'autres sources dont tu voulais peut-être parler. Alors, mais je te propose qu'on reprenne un petit peu la route parce que sinon tu vas pas être à l'heure pour le cours. Hein. Et du coup, les autres sources que vous utilisez? Alors, il y a tout un ensemble en fait de sources qu'on appelle des sources indirectes au combat. Ce ne sont pas des maîtres d'armes qui les ont écrits, mais elles nous renseignent malgré tout sur l'univers du combat médiéval. D'accord. Ces sources sont les sources de la littérature, par exemple. Un roman courtois, une chanson de geste, elle est écrite au départ pour distraire. Le but, c'est pas d'apprendre le combat, mais malgré tout, comme tu as des indices en fait à l'intérieur en fait. Donc tu vas chercher, tu vas décrypter et tu vas te dire ça. Exact. C'est une description d'une technique, d'accord. Ce sont des sources qui s'adressent principalement à un public chevaleresque, un public noble, et donc elles parlent d'éléments du combat que ce public doit comprendre, doit connaître, doit se retrouver, voilà, il doit ressentir les émotions également. Donc on a souvent des gestes en fait qui sont assez précis, et c'est sans doute d'ailleurs un élément qui a permis une passerelle pour les premiers livres de combat médiévaux. On retrouve un certain vocabulaire qui existe déjà dans les romans courtois, dans les chansons de gestes, qu'on va retrouver plus tard dans les premiers livres de combat. Une habitude aussi au départ de décrire le geste, etc. D'ailleurs, les premiers livres de combat manquent des fois un peu de vocabulaire. Voilà, ils doivent sortir de ce vocabulaire quotidien pour arriver à expliquer des choses avec des nouveaux outils. Et donc, ces romans courtois ont sans doute permis la genèse de ces livres. Et puis aussi, il y a toutes les sources iconographiques, les enluminures, sculpture, gravure, broderie plutôt, oui. Si tu penses à celle de Bayeux. Voilà, et donc ces sources-là, en montrant les combattants, même s'il y a des éléments il faut faire attention parce que l'art médiéval repose beaucoup sur des conventions de représentation, et malgré tout, il y a des éléments qui se distinguent. Par exemple, quelque chose que j'ai repéré pour le combat féodal, c'est le fait que le combat soit fait en armure. Les armées des épées sont souvent beaucoup plus hauts que lorsque sur le même type de sources, des sources pareilles, des sculptures ou des enluminures, on représente des combattants à l'épée bocle, qui ont souvent les épées qui sont posées sur l'épaule. Et ça se comprend très bien, en armure on a besoin de coups plus puissants, qui ont plus de capacité de choc, alors qu'en civil, la moindre entaille peut être potentiellement dangereuse. Tu veux dire que du coup, il n'y a pas forcément eu de réinvention de ces techniques par des artistes en passant, comme tu disais, sur les enluminures ou sur la peinture, tu es à peu près sûr que c'est fidèle?
Alors- Ou est-ce que tu prends quand même dans ton jugement de se dire ah, l'artiste a peut-être revu certaines choses ou réadapté parce que... En fait, il y a les deux, puisque l'art médiéval, en plus des conventions, ignore la perspective, quasiment jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc il y a des éléments qui ne correspondent pas exactement à la réalité. D'accord. Mais en fait, plus que de savoir si c'est fidèle ou si c'est pas fidèle, parce que les deux positions extrêmes ne sont pas très justes, en fait, il faut plutôt se demander sur quels aspects c'est fidèle et sur quels aspects ça ne l'est pas. Voilà. Oui, donc tu as encore plus un décryptage et un décodage de chaque élément à ce moment-là. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ce que j'avais fait dans ma thèse, par exemple, j'avais découpé le combat, une opposition duel en 10 notions. Et justement, pour chaque notion, j'ai cherché à analyser les aspects qui étaient plutôt fidèles, d'autres qui étaient plutôt irréalistes au contraire. Voilà. Et en croisant donc, les types de sources, les sources romanesques, les sources historiques, quelques traités d'armes plus tardifs, et pour justement quelques expériences et expérimentations aussi, justement pour arriver à démêler les choses, quoi. Mais justement, en expérience et expérimentation, on en a un petit peu discuté avant cette rencontre. Elle joue quel rôle ? Alors, déjà deux choses différentes. Avant de te répondre, je veux préciser un point qui me semble important. Aujourd'hui, souvent, on prétend faire de l'expérimentation et on met ce vocable un peu à toutes les sauces. Il faut faire attention, quand on parle d'expérimentation en recherche, en histoire, dans le domaine des sciences, l'expérimentation, c'est un processus. C'est un véritable processus scientifique qui a été théorisé par Claude Bernard à la fin du 19e siècle. Donc, ce n'est pas un historien, c'est un médecin, un biologiste qui met en place une méthode pour faire des expérimentations scientifiques. D'accord. Les historiens, les archéologues se sont servis de ces protocoles-là. Les premières expérimentations, ça se fait dans le cadre des fouilles qui ont été ordonnées par Napoléon III à Alésia, pour comprendre certains fonctionnements de l'ingénierie baliste, catapulte de l'armée romaine. Et à partir de là, les préhistoriens vont se l'approprier pour... Voilà, je veux dire finalement que c'est une codification qui est acceptée par tous. Ça va être utilisé. Ça va être utilisé et ça sert d'élément de preuve supplémentaire. Seul, ça ne peut pas faire la démonstration complète, mais c'est un élément supplémentaire. Donc l'expérimentation, c'est vraiment un processus scientifique. C'est différent de je fais un entraînement ou je suis sur une fête médiévale et j'ai un retour d'expérience. En français, c'est difficile de distinguer les deux, mais le vocabulaire anglo-saxon est un peu plus précis là-dessus. On distingue ce qui vient de l'expérimentation, avec le protocole scientifique donc, et de l'expérientiation, si on devait employer un terme, voilà, qui est un retour d'expérience, mais sans questionnement préalable et sans tout le protocole scientifique. Donc ces deux aspects apportent des choses, mais ils n'apportent pas la même chose. Et on ne peut pas les mettre au même niveau aussi de renseignement. Et du coup, l'une et l'autre, comment elles sont appréhendées par des gens comme toi qui pratiquent justement ces arts médiévaux ? Enfin, ces arts du combat, excuse-moi. Alors, j'ai les deux types de retours. En tant que chercheur et universitaire, j'ai mis en place pour mes recherches des protocoles expérimentaux pour essayer de déterminer certains éléments des sources que je ne comprenais pas, qui me posaient un problème. Par exemple, l'usage du bouclier, qui dans la majorité des traditions est représenté le bras tendu vers l'avant, sauf justement dans les traditions de combat féodal où le bouclier est près du corps. Alors je voulais savoir si c'était des conventions iconographiques, s'il y avait une réalité technique, au contraire, des éléments qui me manquaient, si ça venait du mobilier, si ça venait des techniques de combat qui étaient enseignées, voilà. Et donc là, à partir de ces observations et de ce problème, j'ai mis en place des hypothèses et sur plusieurs années, j'ai fait des tests pour essayer de mieux comprendre justement cet aspect-là. Donc ça, c'est des éléments qui se font en amont, qui se font avec la recherche. Et après, l'expérience, justement, j'en bénéficie plutôt quand j'enseigne ou quand je pratique moi-même, c'est-à-dire sur mon retour sur le combat, des choses que je vois faire.
Des fois parce que j'ai proposé les exercices, mais aussi des fois parce que les élèves vont d'eux-mêmes s'adapter ou moi-même je vais m'adapter aux gestes pour essayer d'améliorer certains aspects de mon geste, voire des choses des fois qu'on ne pense pas fonctionner et puis qui ne passent pas du tout en situation. Voilà. Et ça c'est un retour qui vient a posteriori et qui peut aussi renseigner. Et les deux ensemble, normalement, si ça fonctionne bien, on doit être capable de comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi ça marche, comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà, pourquoi oui, parce que l'un et l'autre sont aussi importants en fait. C'est aussi important pour toi de dire là ça ne fonctionne pas. Voilà. Et c'est que l'ensemble forme une cohérence. C'est quelque chose d'important quand on travaille sur, je pense, un système de combat. Le combo, je peux faire ça, ça et ça, et montrer une infinité de choses possibles. Je pense que c'est... Tout le monde peut faire ça et quelque part tout le monde part de là un peu au départ. Après, ce qui fait vraiment, je pense, la différence, c'est d'arriver à ce que la méthode qu'on enseigne ou qu'on transmet montre une cohérence pour arriver à retrouver ces situations en assaut dans les recréations de combat, voire dans les reconstitutions, dans tous les domaines de l'histoire vivante. Voilà. Ok. Et, voilà. Ils avaient des systèmes d'apprentissage. Les premiers traités d'armes le montrent bien, et puis on a des éléments qui le prouvent aussi dans les formes martiales dont on n'a pas conservé de traités d'armes. On sait qu'ils avaient des gestes récurrents, qui devaient retrouver leurs habitudes, etc. Donc il y a des systèmes d'apprentissage qui existent. Du coup, j'imagine que les objets dont tu parlais, le bouclier, l'épée, ont une importance, et d'autres ont une importance capitale? Bien sûr, c'est même un des éléments à la fois pour l'expérience et à la fois pour l'expérimentation. D'ailleurs, en expérimentation, on sépare les expérimentations qu'on mène à partir d'un geste décrit ou illustré, on parle d'expérimentation gestuelle dans ce cas-là, et les expérimentations qu'on mène à partir d'un objet, donc c'est le domaine de l'archéologie expérimentale. Et donc le fait d'appréhender l'objet avec lequel on pratique est forcément capital. Un exemple, puisque tu viendras sur un cours de combat féodal, l'épée des XIIe et XIIIe siècles, donc qui correspond à cette période-là, a tendance à avoir un point d'équilibre qui s'avance, en fait, qui va vers la pointe de l'arme. Donc l'arme se fait plus lourde sur la pointe. Pour schématiser, ça donne à cette épée-là le fonctionnement un peu d'une masse ou d'une hache, c'est-à-dire d'une arme qui a beaucoup de poids à l'extrémité. D'accord. Et cet aspect-là, il s'explique parce que le combat chevaleresque au XIIe et au XIIIe siècle, c'est un combat qui se fait essentiellement en armure, avec l'armure de maille. C'est une armure qui reste souple, mais qui protège du risque de taille, du risque d'estoc aussi. On n'a quasiment aucun coup d'estoc dans la littérature qui est montré. Et donc le troisième vulnérant possible, et c'est celui qui est utilisé sur cette armure, ça va être la capacité de choc, la capacité contendante de l'arme. Donc on va chercher à provoquer des traumas avec des contusions, des fractures, ce genre de choses. Donc le fait d'avoir ce point d'équilibre qui se déplace vers l'avant, c'est pour chercher à être plus efficace sans alourdir à l'excès l'arme parce qu'elle serait maniable, justement dans le cadre de ces affrontements. Donc il y a une cohérence du matériel, il y a une cohérence du mobilier avec l'ensemble des sources que l'on possède. Dans quel contexte se font ces pratiques? Un petit peu comme pour les maîtres d'armes médiévaux, en fait, on a beaucoup de champs de pratique. Il ne faut pas voir ces pratiques uniquement dans le cadre d'un duel judiciaire. Plus à la mode dernièrement, parce qu'il y a un film qui remet le duel judiciaire. Le papy Ridley. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement dans ce cadre-là. On en a. Bien sûr, les manuscrits d'Anne Stallhofer montrent clairement des combats de duel judiciaire.
On a aussi sans doute des combats de duel d'honneur hein, qui remplacent petit à petit le point d'honneur, qui remplace petit à petit le duel judiciaire. Donc on a des manuscrits, notamment les manuscrits chevaleresques, enfin, qui se passent pour un public chevaleresque qui se place dans ce cadre-là. On a aussi d'autres manuscrits qui sont clairement dans le cadre d'affaires ludiques, en fait, pour le jeu, pour l'amusement. Il est un peu postérieur à la période médiévale, mais le maître d'armes strasbourgeois Joachim Meyer donne par exemple un certain nombre de conseils pour l'affrontement de salle, hein, les Fechtschule, c'est-à-dire les combats en salle. Et notamment, il dit qu'il ne faut pas employer la pointe parce que l'estoc est trop dangereux dans ce cadre-là. Il conseille même de frapper plutôt du plat de l'épée. Voilà. Est-ce que tu traduirais ça comme un passage finalement du combat vers un combat de loisir? Alors, peut-être que j'ai trop résumé, mais il y a un développement du combat de loisir, mais on ne peut pas parler de passage parce que ça existe en fait quasiment dès l'origine. En fait, voilà, dès le XIIe siècle, on retrouve des mentions. Par exemple, dans une chanson, il me semble que c'est Raoul de Cambrai, le personnage, quand il est à sa jeunesse à Paris, donne des cours à des jeunes enfants, voilà, et il fait office de maître. Voilà. On a au cours du XIIIe siècle des mentions dans les chartes de salles d'armes qui s'ouvrent dans des grandes villes européennes, peut-être à Londres dès la fin du XIIe siècle, sinon à Paris au XIIIe et dans des grandes villes italiennes ou allemandes. Donc on a des salles d'armes où on a des pratiques ludiques dès cette époque-là. Des enluminures aussi, où on voit du combat au bâton et au bouclier pour les enfants. J'allais justement venir sur le bâton. Et du coup, tu nous as parlé de cette pratique de loisir. Donc, en dernière question, puisqu'on se rapproche de la civilisation, même si on l'a entendu un petit peu tout du long, ce combat de loisir, je mets vraiment des guillemets, est-ce qu'il est encore pratiqué par des nobles et, comme tu disais tout à l'heure, des artisans, ou alors est-ce que, j'ai envie de dire, même les tranches les plus basses du peuple pratiquaient ce sport de loisir, ou est-ce que ça leur était interdit? En fait, tout le monde peut combattre au Moyen-Âge, mais pas pour les mêmes raisons et pas tout à fait les mêmes pratiques. Certaines formes de combat sont vraiment dévolues, réservées au public chevaleresque, même si sur la fin du Moyen-Âge, la bourgeoisie, notamment la haute bourgeoisie, va tendre à imiter un peu le public chevaleresque. Mais il y a des formes qui sont vraiment associé à la haute aristocratie. Voilà, il faut avoir certains revenus pour pratiquer la joute, par exemple. Voilà, il faut avoir certains revenus pour s'aider un cheval, être capable de se battre à cheval. C'est pour ça qu'il n'y a que la noblesse, chevalerie et quelques bourgeois qui vont imiter cet ordre-là. Mais après, tout le monde peut combattre. On a des femmes, dans le 133 par exemple, au XVIe siècle, on sait qu'on a une femme de maître d'armes qui va se déplacer de compétition d'escrime en compétition d'escrime pour s'opposer aux hommes. Ben voilà. Des enfants qui apprennent avec le bâton et le bouclier. On a plusieurs représentations et c'est à peu près les mêmes armes, le bâton court, hein, ce n'est pas les bâtons longs encore, bâton court et bouclier qu'on retrouve parfois pour les paysans ou les classes les plus basses, en sachant que ces classes-là pratiquent aussi la lutte, autre sport de combat, notamment toutes les luttes au bray où on attrape la ceinture des braies ou au torchon où on enroule un chiffon autour du cou, voilà, enfin, au foulard ça s'appelle, voilà, le terme exact, la lutte au foulard. Dans le 133 on a vu qu'il y avait des clercs qui pouvaient se battre, des religieux, donc au final tout le monde peut pratiquer le combat dans la société médiévale. Eh bien, écoute, je trouve que c'est à la fois une bonne introduction pour aller voir ton cours, mais que nos spectateurs auront déjà commencé à voir pendant cet entretien, et c'est une bonne conclusion tout court pour cette partie historique qu'on a vue ensemble. Je te remercie Gilles, et puis j'espère qu'à partir de ce soir je serai... aguerri? Ouais, non, en fait, non. Je ne serai jamais. Je ne serai jamais. Tu le seras. Je laisse tomber d'avance. Je te remercie, Gilles.